Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette masterclass Educarté en direct de la Gaîté Lyrique à Paris où nous accueillons plus de 50 classes connectées à travers toute la France. Au lendemain de la journée de l'amitié franco-allemande, nous accueillons Jeannette Conrad, rédactrice en chef de l'emblématique émission d'Arte, Carambolage. Bonjour Jeannette. Guten Tag. Jeannette Conrad, vous êtes allemande et vous vivez en France depuis de nombreuses années. Après vos études à Munich et à Paris, vous travaillez comme pigiste pour plusieurs médias en France et en Allemagne, puis vous rejoignez la rédaction d'Arte. En 2016, vous devenez la rédactrice en chef de Carambolage. Dans cette émission, vous vous penchez sur les particularités de la culture française et allemande à travers un mot, un objet, une image, une coutume ou encore une onomatopée. Des regards à la fois critiques et pleins d'humour qui décryptent nos habitudes et nos comportements, mais aussi notre histoire. Alors peut-être pour commencer à la base, quand et comment cette émission est-elle née ? Bonjour, je vous rassure, je parle aussi français, mais vous pouvez aussi me poser des questions en allemand. Carambolage est né en 2004, c'est-à-dire il y a 21 ans maintenant. Oui, nous avons fêté les 20 ans de l'émission l'année dernière. Carambolage a été créé par Claire Doutrio. Vous la connaissez certainement si vous connaissez Carambolage. Claire Doutrio est française et elle a vécu pendant très longtemps en Allemagne. Elle avait participé aussi à la création de la chaîne Arte. Et à son retour en France, elle voulait changer le regard et l'image un peu que les Français avaient encore de l'Allemagne et des Allemands qui n'étaient pas forcément très drôle, très gai. C'était beaucoup marqué par les années 80. Il n'y avait pas encore l'effet Berlin. Et donc, elle a imaginé cette émission. Elle la voulait colorer, drôle, avec un ton impertinent pour parler des différences entre les Français et les Allemands. Et pour vous dire, c'était pas tout à fait gagné dès le début. C'était pas forcément plébiscité au sein de la chaîne au départ. Et en fait, on a été diffusé la première fois donc en janvier 2004 et l'émission a tout de suite assez bien marché et ça s'est jamais arrêté. Pour être honnête, on n'aurait jamais pensé être là encore 21 ans après. On est un peu étonnés nous-mêmes qu'on trouve encore des sujets, parce qu'on pensait avoir fait le tour au bout d'1 an, 2 ans peut-être maximum, qu'on aurait tout écoulé en termes de différence entre les Français et les Allemands. Eh ben non. Et donc je rebondis parce qu'on a reçu beaucoup de questions déjà de la part des classes et je vous invite à en poser dans le chat. Justement, comment est-ce que vous trouvez tous ces sujets qui nourrissent l'émission depuis plus de 20 ans ? Les sujets, c'est beaucoup... en fait, les sujets, il faut dire, c'est beaucoup notre vie de franco-allemand. Moi, je suis allemande. Je vis à Paris depuis plus de 20 ans. Tous mes collègues ont cette double culture. Donc, et quand on vit dans un autre pays, on a ce dialogue permanent entre mon côté allemand, mon côté français, peut-être entre-temps, et on voit ces différences. Je dis toujours, on se promène avec des lunettes invisibles, des lunettes carambolage, où on trouve toujours des différences. On s'est dit, ah mais tiens, ça serait un sujet, je ne comprends pas ça, tel mot, ça pourrait être intéressant pour nous. Beaucoup de sujets chez nous naissent dans les discussions avec mes collègues. Et ce n'est pas forcément quand on se met autour de la table pour chercher des nouveaux sujets aussi, heureusement, mais c'est beaucoup aussi dans la pause déjeuner, quand on se raconte de notre week-end. Et ma collègue française me dit, mais attends, je comprends pas ça. Et donc, on s'est dit, tiens, il y a peut-être un sujet pour nous. Et donc, il y a beaucoup de sujets qui sont nés comme ça. Après, il y a beaucoup de sujets aussi qui nous viennent de notre public, des téléspectateurs, parce que, comme vous le savez
Je ne sais pas si vous le savez, Carambolage est aussi une émission de télévision au départ, même pas aussi. C'est une émission de télévision diffusée tous les dimanches à 19h30 en France, en Allemagne un peu plus tôt. Et puis surtout, je pense que c'est là où vous nous voyez plus sur Internet, arte.tv, YouTube, Instagram, TikTok, maintenant aussi Facebook. Et donc, en laissant des commentaires sur ce que vous, le public, ce que vous avez vu, des fois, il y a des suggestions aussi. Et on a déjà réalisé plusieurs sujets à partir de propositions de téléspectateurs. Et justement, à ce propos, donc une question peut-être pas évidente, vos courriers cités en début d'émission sont-ils issus de témoignages réels ou fabriqués pour les besoins de l'émission à partir d'observations ? Oui, ça fait référence à une rubrique qui s'appelle La question. Donc, ça commence, voilà, un téléspectateur de Toulouse nous pose la question suivante. Et voilà, il nous demande quelque chose. Et puis, il y a notre prof, un de nos profs en animation, parce que Carambolage était une émission principalement réalisée en images d'animation, va répondre à cette question. En fait... je ne veux pas tout révéler ici, mais bon, il y en a qu'on écrit nous aussi, mais il y en a qui nous viennent aussi des téléspectateurs. Justement, c'est ces propositions-là. Des fois, les spectateurs nous envoient carrément déjà un texte presque prêt à être diffusé dans Carambolage, parce que avec le temps, on a vraiment créé une communauté Carambolage. Et donc, il y a un ton qui est très important dans l'émission. Et des fois, on reçoit des mails qui sont vraiment écrits dans le ton de Carambolage. Donc, à ce moment-là, on contacte la personne et on demande est-ce que vous serez d'accord qu'on diffuse ça. Et en général, ils sont d'accord, bien sûr. On montre leurs photos. Et des fois, ça donne aussi des questions des téléspectateurs. Donc, voilà, il y en a qui sont vraies. La plupart sont des vraies questions, on va dire. J'en profite donc pour poser les questions du chat. Il y a le collège Charles Péguy qui nous demande quelle est la tradition allemande la plus drôle pour vous ? La tradition allemande la plus drôle pour moi. Maintenant, vivant en France depuis vraiment longtemps, je pense que je trouve l'Allemagne plus drôle que quand j'y étais, peut-être. En Bavière, il y a plein de choses. J'ai fait mes études en Bavière. Déjà, à l'époque, je trouvais ça... Oui, en Bavière, on trouve des choses assez drôles. Je vais dire l'Oktoberfest. Et on a fait un sujet là-dessus aussi, parce que, bon, il faut l'avoir vécu pour comprendre, mais ça peut être très drôle. Le collège Georges Pompidou qui demande si les Allemands regardent autant l'émission que les Français, et le collège Thérèse d'Avila de Lille qui demande combien de personnes regardent l'émission. Alors, à l'antenne, Carambolage est regardé par, chaque semaine, c'est une moyenne, entre 600 700 000 personnes en France. En Allemagne, c'est moins. C'est beaucoup moins même, on est autour de 100, 200 000. C'est une différence, ça se retrouve sur pratiquement tous les programmes d'Arte en fait. Arte est beaucoup plus regardé en France qu'en Allemagne. Plus connu peut-être aussi en France qu'en Allemagne, même si ça change aussi, heureusement. En Allemagne, il y a plus de concurrence aussi. Il y a plus de ce qu'on appelle les troisièmes chaînes, les chaînes régionales qui étaient implantées en Allemagne depuis plus longtemps qu'Arte. Il y a plus de concurrence, ils font des programmes un peu similaires comme Arte, et donc Arte a moins d'audience en Allemagne qu'en France. Le lycée Louis-Armand de Villefranche-sur-Saône qui demande comment vous est venu le nom de l'émission Carambolage.
Oui, très bonne question. Alors, le nom n'était pas là au tout début. On cherchait. Je me souviens, il y avait dans la rédaction, il y avait un grand panneau où on marquait plein de noms possibles, parce que c'est pas évident. C'est une émission franco-allemande. Il fallait trouver un nom qui marche, en tout cas pour nous, qui marche dans les deux. Donc déjà, ça exclut plein de mots. Il y avait, au début, il y avait l'idée de l'appeler Tohuwabohu ou peut-être Fiesematenten, qui est une jolie expression en allemand. Ça marche un peu moins bien pour les Français. On l'a expliqué aussi dans l'émission, cette expression, Hinrich Schmettenkel. Et Tohuwabohu, c'était pris. Claire Doutrio, elle aimait bien ça. Elle voulait appeler l'émission Tohuwabohu. Malheureusement, ou finalement très heureusement, le nom nous a été piqué par une chaîne autrichienne. Je pense ils ont lancé une émission juste quelques mois avant que Carambolage devait être diffusé. Et donc, il fallait trouver autre chose. Et c'est ma collègue Maya Deneretic qui a trouvé le nom. Pour l'anecdote, elle était en Allemagne. Elle revenait d'Allemagne où elle était partie en voiture. Elle n'a pas fait d'accident, mais elle a passé beaucoup de temps dans les bouchons et elle écoutait à la radio et à un moment, elle a entendu le mot carambolage et elle s'est dit, eh ben, c'est ça sonne super bien, carambolage. Et en plus, avec un K, ça crée un truc un peu étrange en français. Et nous, voilà, tout de suite, on s'est dit oui, c'est ça. Des fois, où au début, je me souviens de la direction, on disait bon, c'est peut-être c'est trop offensif, un peu violent, carambolage. Mais bon, pour nous, c'est bien, c'est le choc des deux cultures avec, bon, pas énormément de dégâts, mais beaucoup de rire. Voilà. Très bien. Est-ce que l'émission est toujours construite de la même manière? Et si oui, comment? Alors, l'émission est toujours... en fait, l'émission fait 11 minutes, même si... on la découpe ensuite sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que vous tombez peut-être sur un sujet seul, mais à l'origine, au départ, nous, tous les jours, on travaille sur un produit qui est une émission de 11 minutes, où il y a toujours un générique au début, un générique fin, il y a toujours une devinette à la fin. Je vous en ai apporté une d'ailleurs, un peu plus tard, on va la regarder, vous pouvez jouer. Et il y a grosso modo 2 ou 3 sujets, c'est un peu en fonction de la longueur des sujets. On essaye d'alterner un sujet français, un sujet allemand, pour parler vraiment aux deux publics. Un sujet peut-être plus léger et un sujet un peu plus sérieux, parce que Carambolage, c'est pas que des sujets légers, c'est vraiment ce mélange aussi. Des fois, voilà, il y a 15 jours, on a diffusé un sujet sur la loi Veil en France, pour expliquer, bon, les Français, surtout ces jours-ci, connaissent bien, mais pour expliquer aux Allemands comment ça s'est passé en France pour l'avortement, la loi sur l'avortement. Donc, on essaye d'alterner, voilà, des sujets un peu plus légers, un peu plus sérieux. À la fin, il y a une devinette. Là aussi, on essaye d'alterner, mais pas d'une semaine à l'autre, évidemment. Voilà, c'est construit comme ça. Après, c'est une question. Normalement, si vous étiez là dans la salle, je vous demanderais combien de temps est-ce que vous pensez on met pour fabriquer une émission comme Carambolage, une émission de 11 minutes. Et c'est toujours assez étonnant parce que souvent, c'est quelques jours, une semaine. Une semaine, ça ferait sens parce qu'on est diffusé une fois par semaine. Et bien, c'est pas du tout ça. On met plusieurs mois. En tout cas, si on suit vraiment les étapes d'un sujet, ça met plusieurs mois à se fabriquer. Et donc, pour garder ce rythme, on travaille sur plein de sujets à la fois. Donc, l'émission se construit aussi comme ça. On est actuellement, par exemple, en train de travailler sur une trentaine de sujets
Je peux vous dire un peu plus précisément, si ça vous intéresse, comment se fait l'image, comment on travaille par rapport au texte, par rapport à l'image. En tout cas, voilà, on travaille sur plein de sujets en parallèle. Et ensuite, en fonction des délais de fabrication, on assemble l'émission selon les critères que je viens d'expliquer pour construire cette émission. Et combien de personnes travaillent pour l'émission? Et une autre question, y a-t-il d'autres personnes que les journalistes et les graphistes qui travaillent pour l'émission? Alors, au quotidien, on est une petite dizaine de personnes à travailler dans le sud de Paris. On est à Vanves, où Carambolage est fabriqué. Donc là, il y a la rédaction, il y a la production, il y a un monteur. Donc ça, c'est l'équipe vraiment au sens restreint. Et ensuite, il y a beaucoup de freelance. Justement, je vous parlais d'une trentaine de personnes. C'est des réalisateurs graphistes qui travaillent en France, en Allemagne, et qui fabriquent l'image. Donc ça, c'est pas chez nous. C'est voilà, ils sont devant leur ordinateur, devant leur caméra, voilà, selon la technique qu'ils choisissent, et ils nous envoient petit à petit le film qu'ils sont en train de faire. Et il y a en freelance, il y a aussi les auteurs. Même si beaucoup de nos textes viennent de nous, il faut dire, mais on a aussi, heureusement, des freelances, et il y en a toujours des nouveaux, et c'est très important aussi pour une émission comme Carambolage, surtout au bout de 20 ans, d'en trouver toujours pour, voilà, parce que des fois, il y a des choses qu'on ne voit plus. Je vous disais, moi, ça fait 20 ans que je suis en France, il y a des choses que peut-être notre stagiaire qui est allemande voit et nous propose, et nous, on n'y pensait plus, ou on n'y avait jamais pensé, ou, voilà. Et ensuite, il y a plein d'autres métiers qui sont liés à ça. Il y a aussi un mixeur, ça c'est pour terminer l'émission avant qu'elle soit diffusée. Donc il y a du mixage, et il y a aussi, donc on a le texte, l'image, on a les comédiens. En fait, chez nous, c'est quelques comédiens qui viennent enregistrer les textes. C'est la voix off que vous entendez en français et en allemand. Beaucoup, très souvent, c'est nous aussi, c'est les auteurs eux-mêmes qui parlent. Donc, c'est pour ça que vous avez ces accents, comme vous l'entendez là pour moi aussi. Et c'est tout à fait voulu, des fois. En fait, non, pas par notre communauté, mais pareil, au sein de la chaîne, au début, c'était pas très... c'était un peu, c'était pas vraiment compris pourquoi vous prenez pas des gens qui savent parler sans accent français, pourquoi vous prenez pas des pros, ça fait pas vraiment professionnel. Et ben justement, c'est ça qu'on cherche dans Carambolage. Nous, on veut raconter des histoires personnelles. C'est pour ça aussi qu'il y a cette introduction au début. Où on va dire c'est un Français qui parle, c'est une Allemande qui parle, et ben c'est tout à fait normal. Elle a un petit accent, et c'est même peut-être un petit plus et charmant, et ça raconte quelque chose en plus. Donc voilà, il y a ça, il y a les comédiens ou non comédiens justement qui enregistrent les voix. Pour ça, il y a des techniciens qui enregistrent, des ingénieurs son qui enregistrent les voix. À la toute fin, une fois que l'image est terminée, il y a aussi un petit habillage sonore, c'est des bruiteurs, il y a un bruitage qui se rajoute, donc ça aussi c'est un autre métier. Il y a les traducteurs que j'ai oubliés, parce que en fait les textes sont écrits soit en français soit en allemand, parce que nous on fait les deux versions, ce qui n'est pas le cas de tous les programmes d'Arte, loin de là. Donc pour ça on fait appel à des traducteurs pour faire l'autre version. Et voilà, donc comme ça, il y a plein de monde en fait qui ne travaille pas tous les jours pour Carambolage, mais l'équipe au sens large est assez grande. On reçoit énormément de questions, donc merci beaucoup. Une question de l'établissement Sainte-Thérèse de Maisons-Alfort. À quelle tranche d'âge s'adresse Carambolage, et plus largement quel public?
Alors, c'est une question qu'on ne s'est jamais posée, en fait, en 21 ans. Et je pense que c'est bien qu'on ne se soit jamais posé la question. En fait, ce qu'on sait par les retours qu'on a, par les études qu'Arte fait évidemment aussi par rapport à son public et donc de notre public, c'est que c'est une émission qui parle vraiment à toutes les générations. Des fois, je me souviens d'un mail où je pense que c'était un ado qui nous écrivait, qui nous disait « Ah non, mais nous, toute la famille adore. Il y a mon petit frère qui a 2 ans, qui commence à gigoter parce qu'il entend le générique. Il y a mon grand-père qui voit plus très bien, qui se met tout près de l'écran pour trouver la devinette. Il y a toute la famille devant Carambolage le dimanche soir. » Et pour nous, c'était peut-être ça qu'on voulait quand même, sans trop se poser la question, mais on était très attachés à ce créneau parce qu'au départ, il faut le rappeler, en 2004, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il y avait à peine Facebook, il y avait un site arte.tv, mais donc on se disait dimanche soir, l'émission doit être, ça serait bien de la diffuser le dimanche soir parce que c'est peut-être encore le dernier moment. Je ne sais pas si c'est votre cas, où la famille se rassemble devant la télé, ou peut se rassembler devant la télé. En tout cas, en 2004, c'était encore vrai, peut-être moins maintenant. Et donc, voilà, on est très content que ça parle vraiment à tout le monde. Après, très, très généralement, il faut dire que à l'antenne, le public d'Arte n'est pas tout jeune. Les jeunes, ils sont, comme vous, sur les réseaux sociaux, sur Internet. Donc, ça se partage un peu comme ça. Mais nous, on a les retours que ça parle vraiment à toute la famille, en fait. Le lycée Saint-Joseph de Sète qui a une question d'ordre culinaire, qui voudrait savoir quel est votre plat français préféré, votre plat allemand préféré. Alors, mon plat français préféré, c'est quelque chose que les Allemands ne peuvent même pas concevoir. Je vais dire comme ça, j'en ai plein, mais c'est rigolo, c'est le tartare. En Allemagne, c'est impossible de manger comme ça de la viande crue, en tout cas de bœuf, de porc. Là, on a aussi fait un sujet là-dessus. Ça, par exemple, j'ai plus de mal avec ça maintenant, même si en Allemagne, voilà, ça se fait. Plat préféré en Allemagne, c'est très cliché, mais je vais dire la forêt noire que ma mère fait si bien. Voilà, le fameux gâteau. Une question sur la fabrication de l'émission. Donc, dans quelle langue est-ce que vous réfléchissez pour fabriquer l'émission et vous échangez aussi dans l'équipe? C'est vraiment les 2 langues. En fait, chez nous, je dirais, on commence une phrase en français, on peut la terminer en allemand. Et des fois, c'est un peu aussi de la paresse, je trouve, parce que vu que tout le monde parle les 2, du coup, des fois, on ne fait pas l'effort de chercher tel mot en allemand parce qu'on sait que la personne en face va comprendre. Donc, on va dire wir brauchen noch ein paar Devinetten. Voilà, on a un peu notre langage à nous. C'est vraiment, l'émission se fait vraiment dans les 2 langues dès le début. Si c'est un sujet français, mais si c'est une Allemande qui veut écrire là-dessus, ça commence. Le texte est d'abord en allemand, mais de toute façon, on va le traduire après. Si la personne écrit, en général, on écrit dans sa langue maternelle. Nicolas Obermann, qui écrit beaucoup de textes, est peut-être l'exception. Ça fait tellement longtemps qu'elle est en France qu'elle écrit directement en français. En tout cas, je pense que ça dépend aussi des sujets. Des fois, quand c'est des textes allemands, elle écrit en allemand. Mais c'est vraiment dans les 2, dès le début. Et c'est ça qui est très sympa aussi. Maintenant, sur la réception des sujets, il y a pas mal de questions, notamment une question sur quel est le sujet qui a le mieux fonctionné ou qui marche le mieux sur les réseaux ou à l'antenne,
Et dans cette même veine, est-ce qu'il y a parfois des retours contradictoires entre le public français et le public allemand? Les sujets qui marchent le mieux, j'ai pas en tête là récemment, mais on avait pendant très longtemps, je pense que c'est toujours le cas, c'était les arrondissements de Paris. Bon, c'est un très joli sujet, hein, mais on était nous-mêmes un peu étonnés pourquoi spécialement celui-là. Mais voilà, ça, c'était pendant des années. C'était vraiment celui que, je ne sais pas si vous le connaissez, mais regardez-le, voilà, vous allez nous dire. Mais il est très joli. Il est aussi bien au texte, parce que c'est assez ludique. Ça commence par « Il était un escargot ». Et ça raconte voilà, un peu l'histoire des arrondissements, pourquoi les arrondissements en forme d'escargot. Et puis, à l'image, elle est très réussie aussi. Et ensuite, bon, il y a des sujets plus sérieux aussi. Il y a par exemple le sujet qu'on a fait sur l'affaire Dreyfus, qui a des très, très bons scores sur YouTube, je sais, parce que, bon, ça, c'est plutôt vos profs qui en sont responsables, peut-être, parce que c'est beaucoup utilisé, je pense, dans les cours. Oui. Peut-être vous l'avez déjà vu aussi. C'était un peu le défi de raconter cette histoire très, très complexe en 9 minutes, je pense. Le sujet est un peu plus long que d'habitude, parce qu'après, il y a la devinette, l'habillage. Mais si vous ne le connaissez pas, regardez-le. C'est vraiment remarquable comment c'est Claire Doutrio qui a écrit le texte. Aussi bien, pareil, texte et image qui résume ce chapitre de l'histoire française d'une façon vraiment exceptionnelle. Voilà. Après, la deuxième question, c'était... S'il y avait des retours contradictoires oui. du public. Oui. Oui, tout à fait. Si, on a là comme ça. Au début, je peux dire, au début de l'émission, on avait beaucoup plus de Français qui râlaient parce que, soi-disant, se moquaient des Français et qui pensaient qu'on était une équipe allemande installée à Berlin et qui disait que du mal des Français et qui était assez remonté contre nous, on va dire. Voilà, on a reçu des mails à l'époque. Maintenant, c'est des commentaires directement, mais c'était des mails ou des lettres encore. Et en fait, bon, les Allemands, c'est complètement, nous, ça nous a fait beaucoup rire parce qu'en fait, au tout début de l'émission, c'était vraiment beaucoup de textes venaient de Claire, comme je vous ai dit, est française. Donc voilà, c'était tout le contraire de ça. Elle se moquait peut-être d'elle-même ou des Français, mais pas que. On s'est dit, mais c'est étrange parce que vraiment, comme je vous disais, on essaye d'alterner aussi des sujets allemands, des sujets français, mais les Allemands ne disaient rien. Donc bon, est-ce que les Allemands sont plus habitués d'être critiqués ou est-ce que... Je ne sais pas. Bon, on ne va pas tomber dans les clichés, mais est-ce que les Allemands sont moins râleurs? Mais en tout cas, voilà, il y a souvent une perception un peu différente. Mais pour éviter qu'il y ait vraiment des problèmes, parce qu'en soi, c'est intéressant comment des sujets sont perçus différemment. Pour éviter ça, évidemment, chaque texte est lu et relu. Vraiment, on travaille beaucoup les textes. Les textes sont relus par les Français et les Allemands toujours. Voilà. Et ma collègue française va peut-être me dire « Ah, mais là, pour les Français, il faudrait dire un peu autre chose. » Et c'est ce qu'on fait. Je ne sais pas si vous avez déjà comparé un sujet en version allemande et un sujet en version française. Notre traduction n'est jamais vraiment à 100%. On essaie vraiment, et je pense que c'est une des forces aussi de l'émission et une des clés de son succès, c'est qu'on essaie vraiment nous essayons de nous adresser directement aux Français, aux Allemands. On va dire, chers Allemands, il faut patienter un tout petit peu parce que d'abord, il faut expliquer à nos amis français ce que ça veut dire, la Oktoberfest, voilà. Donc, on travaille beaucoup les textes. Et justement, à ce propos, est-ce que l'émission est diffusée en dehors de la France et de l'Allemagne, nous demande un collège?
En fait, elle est diffusée dans les pays francophones. On peut voir Carambolage en Autriche, en Suisse, en Belgique, je ne suis pas sûre. Sur arte.tv, maintenant, vous avez, mais sinon, c'est la France et l'Allemagne. Sur arte.tv, vous avez Carambolage maintenant. C'est pas dans tout, dans les 6. Arte existe maintenant dans 6 langues. Et Carambolage est diffusé aussi comme ça via arte.tv finalement dans plein de pays. Mais là, au départ, les versions, c'est vraiment français et allemand. Je ne sais pas si vous êtes au courant que Carambolage a lancé aussi, il y a un peu plus d'1 an, une version espagnole de l'émission. En fait, c'est pas une vraie... C'est pas une émission de 11 minutes, c'est des sujets entre 4 et 6 minutes, on va dire, sur l'Espagne, mais pas que. Ça peut aussi être un Espagnol qui s'étonne de quelque chose en France. Voilà, et c'est diffusé en langue espagnole, produit par nous. Donc, pour ça, on a fait appel à une journaliste, Marieta Frias, qui écrit beaucoup de ces textes espagnols. Et donc, là, on travaille dans les 3 langues. Peut-être qu'on peut projeter quelques extraits de Carambolage pour aussi savoir de quoi on parle, même si je pense que tout le monde connaît l'émission. Et ensuite, on reviendra sur les questions du chat. Oui, on va vous montrer deux sujets et peut-être ça va vous évoquer aussi des questions. Je peux vous expliquer un peu plus comment on fabrique Carambolage. Vous vous souvenez du temps où on se faisait encore la bise pour se saluer? Dorothea Young nous rafraîchit la mémoire et revient sur cet usage typiquement français. Je me suis toujours demandé pourquoi en France on dit « c'est simple comme bonjour » pour exprimer que quelque chose est facile. Simple comme bonjour? Mais il n'y a rien de plus compliqué que de se dire bonjour en France. Surtout pour un étranger. Car les Français ne se disent pas juste « salut » ou ne se contentent pas de se serrer la main comme les Allemands. Ils se font la bise. Et faire la bise, c'est tout un art. Celui qui ne l'a pas appris dès le plus jeune âge, comme les petits Français, « Allez, fais une bise à tata Géraldine », a souvent l'air maladroit. Un peu raide, l'étranger se penche en avant, lèvres pointues et bras ballants, n'osant pas toucher l'autre, ne sachant pas par quel côté commencer, incertain s'il faut poser les lèvres ou faire comme si on embrassait l'air. Ne riez pas, les pauvres élèves allemands en échange scolaire connaissent tous ce terrible moment de gêne quand ils se trouvent face à leur famille d'accueil et que tout le monde n'a qu'une idée en tête, leur faire la bise. Pour faire la bise, on doit se poser 4 questions. Quand? Qui? Comment? Combien? Quand? Quand on se retrouve pour les loisirs, parfois le matin au travail et toujours quand on arrive chez des amis. Il est évident que le temps d'embrassade est proportionnel au nombre d'amis. Si vous débarquez dans une soirée où se trouvent déjà 15 personnes, vous avez le temps de mourir de faim avant de passer au buffet. Les Allemands, qui ont l'habitude de faire juste « allô » avec la main, trouvent ça toujours un peu fastidieux. Qui? Il faut prendre en compte le lien familial, amical ou professionnel, l'âge et le statut de la personne. Par exemple, on ne fait pas la bise à son supérieur hiérarchique. Ou plutôt, on attend que ce soit lui qui vous la propose. Mais on s'embrasse abondamment entre collègues. Les hommes, ça dépend. Ils s'embrassent parfois quand ils sont amis ou membres de la même famille, mais pas toujours. Entre jeunes, on s'embrasse beaucoup et les garçons semblent s'y mettre de plus en plus. Comment? La bise crée une promiscuité immédiate. C'est un reniflement animalier et aussi une bonne base pour draguer. L'intensité, la durée et la conviction qu'on met dedans sont donc variables et il faut se confier à son feeling. Si on ne connaît pas bien la personne, il est conseillé d'agir avec retenue.
Combien? Ah, nous voilà arrivés au problème du nombre. Les Parisiens en font 2, les Montpelliérains 3. À la Turballe, on en fait 4, dans le Gard, c'est 3, et ainsi de suite. Quand on ne sait pas d'où vient une personne, on peut facilement vivre à un moment de flottement déstabilisant. Car il est très désagréable de tenter une 3e bise quand la personne visée se détourne déjà. Ou de s'arrêter après 2 bises quand l'autre meurt d'envie de vous en faire 4. Mais j'ai remarqué que même les Français ne savent pas avec précision combien de bises on fait selon les régions. On me dit qu'à Strasbourg, c'est 2, puis 3, puis 2. Un originaire de Nemours affirme qu'ils en font 4. D'autres me certifient que c'est 2. Pourquoi ces incertitudes? C'est qu'il y a un problème de classe sociale. En France, il faut savoir, il y va toujours de la distinction des classes sociales. Pour faire court, on pourrait dire que les bourgeois, qui sont souvent radins, on le sait, se contentent de 2 bises, tandis que les prolos ne comptent pas et s'arrêtent rarement avant 4. Bref, tout ça rend la vie compliquée aux étrangers qui ne savent jamais trop comment se comporter. D'ailleurs, le sujet est tellement complexe qu'il existe même des sites internet avec des cartes de France de la bise, très utiles pour le touriste comme pour l'autochtone. Zoom, zoom, zoom. Zoom, zoom. Zoom, zoom, zoom. 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 Zoom, zoom. Zoom, zoom, zoom. Bzzz. Bzz. Bzzz. Et revoici notre charmant traducteur berlinois, Hinrich Schmidt-Henkel. Ce soir, il nous dit bravo. Vous connaissez sans doute le célèbre western avec John Wayne, Rio Bravo. Je me suis toujours demandé pourquoi on disait bravo à une rivière. Normalement, bravo accompagne les applaudissements réservés aux comédiens ou aux cantatrices. La rivière du film coule-t-elle avec une grâce particulière? Est-elle une vraie diva d'opéra? Et en Espagne, les menus des restaurants nous proposent des patatas bravas. Ça alors, des pommes de terre qui méritent carrément des bravos. Ce bravo si positif vient d'un mot à la signification apparemment opposée, barbare, du grec ancien barbaros et du latin barbaros. Une diva barbare, difficile à imaginer. Cependant, barbaros ne signifiait pas seulement barbare, mais aussi à l'état sauvage, qui se comporte de façon farouche. Voilà, Rio Bravo, c'est la rivière sauvage, torrentielle. Et les patatas bravas se servent avec une sauce piquante bien forte. C'est cela leur bravoure. Ah, bravoure, un autre mot dérivant de bravo. Il signifie vaillance, mais aussi maîtrise. Chemin faisant, Bravo a aussi produit en français le brave chevalier, pour un chevalier qui est particulièrement téméraire, un preux chevalier. Pour les oreilles allemandes, cependant, le brave chevalier français est plutôt amusant, car brave, pour nous, signifie sage. On dit un braves Kind, un enfant sage. Mais ce mot allemand vient aussi du français. L'adjectif brave, posé avant le substantif, signifie honnête, bon. Il est parfois utilisé avec un ton condescendant pour désigner une personne simple, un peu naïve. Oh, le brave homme. Et si l'enfant a commis une grosse bêtise, comme décorer les murs de sa chambre avec plein de couleurs, là, nous utilisons notre bravo de façon ironique. Ah, toll gemacht, bravo. Ah là, vraiment, bravo. Oui,
Alors, j'ai vu dans le chat qu'il y avait plusieurs demandes. Qu'est-ce que c'est? J'ai dit plusieurs fois freelance. Oui, en fait, c'est des personnes qui travaillent pour nous qui sont pas embauchées avec un contrat fixe du lundi au vendredi. Des fois, c'est des intermittents de spectacle, c'est des journalistes en pigistes, en fait. Et aussi, les réalisateurs, ils ont par exemple, pour ceux qui ont fait, c'est plusieurs personnes qui ont travaillé sur l'image de la bise, le premier sujet que vous avez vu. Ils reçoivent un contrat d'auteur et ensuite on fixe ensemble une deadline, idéalement. Donc, comme je vous disais, ça peut être, normalement, c'est minimum 2 mois. Je ne vais jamais dire, il faut terminer ça jusqu'à la fin de la semaine prochaine, parce que ça ne sera pas du tout la même chose, ou même ça ne sera pas fini. Et donc, ils ont un contrat, c'est de cela que je parlais, qui travaillent en freelance, c'est-à-dire ils ont pas un contrat fixe avec nous, ils ont un contrat d'auteur, de réalisateur dans ce cas-là, et ensuite, voilà, ils sont rémunérés pour leur travail une fois qu'ils ont terminé, mais ils ne travaillent pas tous les jours pour Carambolage. Ils ont plusieurs clients comme ça pour lesquels ils travaillent. Voilà, je voulais dire ça. Et puis, j'ai vu aussi une question. Pourquoi vous avez choisi plutôt de mettre à l'image des petits bonhommes en animation plutôt que des vrais personnages? Bon, là, il y avait la deuxième... le deuxième sujet, c'est notre linguiste Heinrich Schmidt-Henkel. Donc là, c'est quelqu'un en vrai, mais c'est vrai que c'est plutôt l'exception dans Carambolage. Mais c'est un peu lié quand même aux deux. Heinrich Schmidt-Henkel, il apparaît 2 fois. Des fois, on reçoit des messages, est-ce que c'est des jumeaux? Ben non, c'est la même personne qui parle d'un côté français, d'un côté allemand. Et c'est aussi un principe qu'on a fait dans un sujet comme le Nutella, voilà, qu'on a beaucoup fait au début, des sujets tournés où on dit voici un monsieur allemand, voici un monsieur français. Et en fait, à l'image, c'est exactement la même personne. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi l'animation, parce qu'en fait, l'idée derrière, c'est qu'on ne veut pas représenter un Allemand. Je ne sais pas d'ailleurs à quoi ça ressemblerait un Allemand qu'il faudrait signifier, voilà, à l'image, et un Français. Est-ce que l'Allemand il a des cheveux clairs? Est-ce que on va tomber dans des clichés, dans tout ce que Carambolage n'a pas envie de faire? C'est pour ça qu'on a choisi des fois ce double écran. Pour dire, eh ben voilà, là il est français, là il est allemand, mais c'est la même personne en fait. C'est pas ça qui compte en fait. C'est pas ça qui nous intéresse. Et c'est aussi une des raisons, il y en avait plusieurs, c'était aussi pour créer quelque chose d'assez coloré, d'assez un peu décalé aussi, avec les films d'animation, par exemple pour La Bise, les Allemands. Je pense que ça aurait été beaucoup moins drôle avec un tournage avec des Allemands et des Français qui essayent de s'embrasser. Ça aurait donné vraiment complètement autre chose. Nous, on voulait, Claire, au début, elle avait vraiment tout de suite cette idée de travailler avec des graphistes animateurs pour faire une émission colorée. Il y a plusieurs questions sur les sujets, toujours qui reviennent. Est-ce que déjà les anecdotes que vous racontez sont vraies ou pas? Est-ce qu'il y a des sujets que vous avez déjà eu envie de traiter sans y parvenir? Et voilà, donc plus sur la manière de trouver les sujets et savoir comment vous les montez. Est-ce qu'on a déjà traité il y a des sujets qui sont sur notre liste depuis le début et qu'on n'a pas encore fait. On sait que c'est un sujet, mais on n'a pas vraiment trouvé l'angle, comment raconter ça. Et des fois, c'est 20 ans après... hop, on trouve, et des fois, il y en a, on n'a toujours pas trouvé. Et donc, on ne va pas le faire à tout prix, parce qu'en fait, ce qui est vraiment important pour nous, c'est l'angle, c'est comment on va raconter ça. Et par rapport à la première question, tout n'est pas forcément vrai. Idéalement, c'est vrai, mais nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est que c'est raconté d'une façon personnelle. Je pense qu'il y a plein d'histoires qui sont vraiment du vécu,
je parle pour mes collègues, mais aussi pour les freelances. Après, ça peut aussi être une histoire. Par exemple, je me souviens d'un texte de Nicolas Obermann sur un Allemand, je sais pas, il a un nom, Klaus, qui est pour la première fois en France. Il va au restaurant et il ne parle pas très bien français. Il voit sur le menu, il voit andouillette. Et donc, elle raconte ce petit choc culturel pour un Allemand de manger une andouillette. Voilà, c'est pas une histoire. Je pense que Klaus n'existe pas, mais quelque part, évidemment, il existe. Évidemment, il y a déjà eu ça. Donc, voilà. Et là-dessus, une question où la réponse est la bienvenue auf Deutsch. Est-ce qu'il y a des sujets que vous vous interdisez? Alles, was mit Verhalten zu tun hat, ist für uns kein Thema. Das ist zu heikel für Karambolage, weil wir damit wirklich in die Klischees verfallen. Wenn wir sagen, die Franzosen improvisieren eher und die Deutschen halten sich total an die Regeln und gehen nie bei Rot über die Ampel, auch wenn es natürlich stimmt. Aber sowas würden wir nicht in Karambolage sagen. Das ist weil man damit wirklich sofort in die Klischees verfällt. Und das versuchen wir nicht zu machen. Also das ist wirklich so das rote Tuch, alles was Verhaltensweisen angeht. Und deswegen haben wir auch diese Rubriken, ein Gegenstand, ein Wort, ein Brauch. Das heißt, wir gehen immer von einem konkreten Detail aus, das wirklich da ist. Den Gegenstand, den gibt es, der ist der ist greifbar, der ist konkret. Und den kann man zuerst mal beschreiben, sagen, den gibt es in dem einen Land, in dem anderen nicht. Das sagt uns vielleicht etwas darüber aus, wie die Deutschen warum die Deutschen unbedingt diesen Gegenstand brauchen, sagt vielleicht auch was darüber aus, weiß nicht, was ein bisschen generelleres über die Deutschen. Also da kann man vielleicht dann eine Interpretation wagen, aber das ist nie der Ausgangspunkt. Der Ausgangspunkt ist wirklich immer das konkrete Detail. Und deswegen sind auch unsere Rubriken so auf diese Details ausgelegt. Je ne sais pas si tout le monde a compris. Je peux peut-être rapidement dire, en fait, tout ce qu'on ne fait pas, c'est ce qui touche au comportemental. Tout ce qui est comportement, on ne va jamais dire dans Carambolage, les Français sont plus improvisent toujours et les Allemands sont super disciplinés, sont toujours à l'heure. Ça, non, évidemment. Même s'il y a des choses qui sont peut-être vraies, mais on va pas parler de ça dans Carambolage. C'est pour ça qu'on prend toujours. C'est pour ça qu'il y a ces rubriques, un objet, un mot, un rite, une tradition. C'est des choses vraiment tangibles, concrètes, qui nous évitent de tomber dans les gros clichés. Une question plus sur votre parcours. Quel est le métier vraiment de rédactrice en chef et quel a été votre parcours pour en arriver là? Alors moi, j'ai fait des études de lettres et de journalisme. Et ensuite, j'ai toujours voulu travailler pour Arte. J'ai fait des stages en Allemagne. J'ai travaillé pour la presse. Et en fait, voilà, je suis arrivée en fait assez rapidement après avoir terminé mes études à Carambolage, où ils cherchaient une Allemande. Donc, j'ai une chance incroyable. Et voilà, et depuis, j'y suis restée, j'étais dans la rédaction. Et puis en 2016, Claire qui voulait se retirer un peu du quotidien de l'émission, m'a proposé la rédaction en chef. Claire, d'ailleurs, qui est toujours autrice pour l'émission. Voilà, même si maintenant elle est à la retraite, mais elle continue à écrire pour nous. Et mon travail au quotidien,
c'est bon, là depuis 1 an et demi, c'est aussi de m'occuper de Carambolage Espagne, même si bon, je parle espagnol, mais j'ai pas vraiment de culture espagnole, en tout cas pas autre que je suis un simple touriste. Je connais l'Espagne en tant que touriste, je veux dire. Donc, c'est aussi c'était avec Claire de créer une équipe espagnole. Maintenant, peut-être il y a un autre pays qui va arriver. Ça serait peut-être la Pologne. Donc, je suis actuellement en train de chercher, de voir un peu comment on pourrait faire un carambolage polonais, en polonais aussi. Et sinon, au quotidien, c'est relire des textes, écrire des textes si j'en ai le temps. J'en ai de moins en moins, mais voilà, de temps en temps, là, il y a 15 jours, j'avais fait un sujet sur une émission emblématique pour enfants en Allemagne. Donc, c'est relire les textes, faire des remarques à mes collègues, discuter avec eux pour améliorer les textes. Je relis aussi les traductions. Et ensuite, la grosse partie, c'est je choisis, je fais ça avec Maya, ma collègue, je choisis aussi les graphistes, réalisateurs à qui on va, une fois que le texte est bon et validé et enregistré avec le petit accent, peut-être, à qui on va confier ce texte pour la réalisation. Par exemple, voilà, comme La Bise, au départ, c'est un texte. Ensuite, ça devient une bande-son qu'on va... voilà, on choisit parmi les 40 personnes. On a un peu plus en France parce que la tradition de l'animation est beaucoup plus développée en France qu'en Allemagne. Et une vingtaine, je dirais, de réalisateurs qui travaillent pour nous en Allemagne. Encore une fois, pas tous les jours, ce serait beau, mais voilà, ils font plein de choses à côté. Et donc, on va choisir en fonction des styles, parce que si vous connaissez bien Carambolage, vous savez qu'il y a une très grande palette de styles d'animation. Il y en a qui font de la stop motion, il y en a qui dessinent, il y en a qui font du collage, ce qu'on aime bien, donc Carambolage. Voilà, donc il faut sélectionner la personne à qui on va confier ce texte, parler avec elle. Ensuite, la personne va nous envoyer 20 secondes, en fait. C'est toujours un peu, depuis le début à Carambolage, c'est comme ça. La personne choisit 20 secondes, soit du début, ça peut être milieu, fin du texte. Voilà, il choisit 20 secondes et il va présenter un peu comment il veut animer, réaliser ce sujet. Et ensuite, je regarde avec Maya, on en débat, on se dit, ah là là, est-ce que ça marche pour un public allemand? Est-ce que là, ah non, il a mis un bonnet d'âne sur la tête de telle personne, ça marche pas du tout en allemand, les Allemands vont pas comprendre, on va se dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Donc, c'est des choses voilà, où il faut qu'on vérifie toujours par rapport à notre public. Est-ce que c'est drôle? Est-ce que ça pourrait être plus drôle? Donc, on appelle la personne, on leur fait un retour. On dit peut-être là, ça pourrait être retravaillé. Donc, vous voyez, c'est un travail vraiment en dentelle et on avance comme ça. Et c'est comme ça que ça prend du temps aussi pour réaliser un sujet. En moyenne, c'est vraiment les plus rapides, c'est 2 mois. Ça peut aller jusqu'à 4 mois, évidemment, heureusement qu'il y en a des plus rapides, et c'est pour ça qu'on en a plein aussi et qu'on travaille avec un peu d'avance aussi. Parce que imaginez, on arrive en salle de montage, on a assemblé l'émission avec un sujet allemand, un sujet français, voilà, en plus ça colle bien par rapport aux durées, ça aussi c'est un aspect de mon travail, d'assembler ensuite les sujets pour en faire une émission, sélectionner la bonne devinette pour cette émission. Et on arrive en salle de montage, on regarde l'émission et on se rend compte que ça ne va pas ensemble, en fait. Ça ne marche pas. Alors là, si c'est diffusé dimanche, dans 5 jours, c'est impossible de se retourner. Donc c'est pour ça, il faut avoir plein de sujets qui sont déjà, ou plusieurs sujets qui sont déjà prêts et aussi travailler avec un peu d'avance. Voilà. On a pas mal de questions sur l'habillage sonore de l'émission et sur la création du générique aussi. Mm-hmm.
Oui, les génériques. Ça, c'était en fait à un moment, on s'est dit, ah là là, est-ce qu'il ne faudrait pas le changer? Parce qu'il y en a qui nous disent, mais j'en peux plus, cette musique. Mais bon, finalement, quand même, l'année dernière aussi, tout le monde nous a dit, mais surtout pas, surtout pas. Donc le générique n'a pas bougé. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez délicat à changer parce que c'est vraiment devenu notre marque de fabrique. C'est Joris Clarté qui a travaillé sur le pilote de l'émission, qui a créé ce générique et la musique aussi. Il y a la typo aussi qui est particulier, qui a été créée exprès pour nous. C'est une typo carambolage, voilà. Oui, par rapport au bruitage, au sound design, comme on dit aussi, ça c'est quelque chose, je l'ai dit tout à l'heure, qui vient après l'image. Des fois, il y a aussi des réalisateurs qui font ça eux-mêmes et qui imaginent en animant, qui imaginent déjà des sons, qui posent déjà des sons sur ce qu'ils font pour souligner ce qu'ils montrent, ce qui se passe à l'image. Et si c'est quelqu'un d'autre, si la personne qui fait l'image ne bruite pas le sujet, on le donne à un bruiteur après. Et en général, c'est en 2 jours. Heureusement, ça ne prend pas 2 mois. Voilà, non, mais ça va assez vite pour ceux, voilà, dont c'est le métier. Ils passent 1-2 jours pour nous faire le bruitage du sujet qu'on va mixer ensuite, qu'on va ajuster des fois au mixage, renforcer, peut-être enlever un peu parce qu'il y a trop de choses, ou peut-être il manque une référence pour un public allemand. Vous voyez, on est toujours vraiment dans cette double optique parce que les Allemands et les Français voient la même chose. Ils n'entendent pas la même chose parce qu'il y a les 2 versions linguistiques, mais à l'image, c'est la même chose. Donc, voilà. Une question personnelle du lycée Saint-Joseph de Sète. In welcher Sprache denken Sie und träumen Sie? C'est nicht einfach. Ich glaube, mittlerweile träume ich eher auf Französisch. Ist mir letztens aufgefallen, aber ich träume manchmal auch auf Französisch, glaube ich. Und denken, ja, schwierig mittlerweile. Also wirklich in beiden. Manchmal denke ich, ich werde nie komplett perfekt Französisch sprechen. Ich werde immer diesen Akzent im Französischen haben und verliere aber auch ein bisschen mein Deutsch, weil ich muss mittlerweile länger suchen nach einem deutschen Wort. Und wie gesagt, wenn man dann in einer Redaktion ist wie Carambolage, dann kann man es dann auch einfach auf Französisch sagen und alle verstehen es. Ja, es ist eine komische Mischung. Je peux rapidement dire aussi, je pense entre-temps, je rêve plutôt en français, même si ça m'arrive aussi de rêver en allemand. Mais penser dans quelle langue je pense, je réfléchis, vraiment les deux, je ne peux pas vraiment dire, je pense. Je pense que ça dépend un peu des sujets aussi. Ça dépend peut-être aussi des sujets de la recherche. Si c'est un sujet sur le chancelier allemand dans les années 60 qui se fait gifler par Beate Glasfeld, en l'occurrence, voilà, j'ai fait un sujet là-dessus. Forcément, là, c'est plus en allemand que je vais trouver des sources, que je vais lire des choses. Donc là, c'est peut-être plus en allemand, mais c'est vraiment les deux. 2 questions très intéressantes qui vont nous permettre, je pense, de lancer le prochain sujet ensuite. Avez-vous l'impression qu'en 20 ans, Carambolage a contribué à faire évoluer le regard des uns et des autres sur le pays voisin ? Et concernant l'après-Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans le rapprochement entre nos 2 pays ? En 20 ans, oui, j'ose espérer que Carambolage a... Bon, il faut rester un peu réaliste, que c'est une toute petite contribution dans cette réconciliation franco-allemande. Mais je pense qu'on a peut-être plus
ouvert le regard des Français par rapport aux Allemands, par rapport à l'Allemagne. Après, voilà, il y a plein d'aspects. Encore une fois, Berlin a joué son rôle, joue son rôle aussi, évidemment. Oui, je pense que l'image de l'Allemagne a changé, pas uniquement grâce à Carambolage, mais aussi, je pense, on a notre petite contribution aussi là-dedans. Et ensuite, dans l'histoire, je vais dire la création d'Arte, parce que sinon je ne serais pas là. Et aujourd'hui, ici, Carambolage ne serait pas là. Arte, c'est quand même une formidable... un formidable exemple de comment l'amitié franco-allemande peut vraiment être incarnée tous les jours, avec les programmes que ça produit, avec les échanges qu'on a français et allemands. Oui, c'est Arte, je dirais. Oui, et donc on va vous montrer, je vous ai apporté aussi donc le sujet un peu emblématique qu'on montre souvent, parce que hier c'était le 22 janvier, sur 3 gestes. Peut-être vous le connaissez, mais je pense on peut même si vous le connaissez, on peut le revoir. Voilà, c'est ça. Et maintenant, Claire Doutrillo se penche sur 3 moments symboliques des relations franco-allemandes. 3 gestes. Il s'agit de 3 gestes historiques échangés entre des chefs d'État français et allemands et que nous nous proposons de regarder très attentivement. Paris, 22 janvier 1963. Le général de Gaulle et Konrad Adenauer s'apprêtent à signer le traité de coopération franco-allemand, encore appelé traité de l'Élysée, qui va entamer le processus de réconciliation franco-allemande. Il faut essayer d'imaginer ce que représente dans la France de 1963 la présence d'un chancelier allemand à Paris, la conclusion d'un tel traité avec l'Allemagne. Après la signature, le général de Gaulle se lève pour prononcer un très bref discours d'une grande force. Il n'y a pas un homme dans le monde qui ne mesure l'importance capitale de cet acte, non pas seulement parce qu'il tourne la page après une si longue et si sanglante histoire de lutte et de combat. Modestement, le chancelier Adenauer se contente de dire qu'il n'a rien à ajouter aux mots du général. Sie haben die Empfindungen und die Gefühle aller derer, die auf französischer Seite und die auf deutscher Seite an diesem Werke mitgearbeitet haben, so treffend wiedergegeben, dass ich nichts hinzuzufügen brauche. Les archives nous montrent l'amorce du mouvement de Konrad Adenauer qui va se rasseoir. Plan de coupe sur le lustre. De Gaulle se lève et déjà en se levant, il se tourne vers Adenauer, qui, visiblement un peu surpris, se tourne aussi peu à peu vers De Gaulle. Mais De Gaulle a déjà les bras grands ouverts. Il avance, il franchit les 2 pas qui le séparent encore d'Adenauer. Très raide, les bras le long du corps, Adenauer ne semble toujours pas comprendre. Mais voyez-vous cet homme à gauche, probablement le chef du protocole allemand, qui s'est avancé discrètement dans le dos du chancelier et qui, de la main droite, le pousse délicatement vers De Gaulle. Revenons rapidement en arrière pour regarder son mouvement. Dans le plan précédent, derrière le ministre allemand des Affaires étrangères, on voit cet homme avancer avec vivacité. Dans le plan suivant, on le voit pousser Adenauer avant de s'éclipser rapidement. Étonnante présence d'esprit. Pendant ce temps, De Gaulle s'avance encore un peu plus, penche son grand buste en avant, attire à lui Adenauer, qui enfin s'adonne un peu maladroitement à l'accolade. Remis de sa surprise, le chancelier est maintenant dans le coup et il saisit énergiquement les avant-bras du général, mais De Gaulle se retire déjà, tandis que la main droite d'Adenauer cherche vainement à prolonger cet instant.
Les deux hommes semblent légèrement gênés, leurs visages se tournent, s'évitent, leurs regards partent dans des directions opposées. Verdun, 24 septembre 1984. 70 ans après le début de la Première Guerre mondiale, François Mitterrand et Helmut Kohl participent à Verdun à une grande cérémonie à la mémoire des victimes des guerres entre la France et l'Allemagne. Après avoir rendu hommage aux 300 000 disparus dont les restes reposent dans l'ossuaire de Douaumont, le président et le chancelier se placent devant le catafalque, couvert d'un côté par un drapeau allemand et de l'autre par un drapeau français. L'hymne allemand retentit d'abord. À la fin de l'hymne allemand, Kohl cherche Mitterrand du regard. Il se tourne vers lui avec insistance. Alors Mitterrand le regarde à son tour. On peut distinguer quelques mots sur ses lèvres à l'égard de Kohl, tandis que sa main se détache légèrement de son manteau. Kohl réagit aussitôt, leurs deux mains se rencontrent. Mitterrand, aussitôt après, regarde droit devant lui, tandis que Kohl reste longtemps tourné vers lui. Kohl ne dissimule pas l'émotion qu'il ressent, une sorte de joie presque enfantine illumine son visage. Mitterrand reste impassible. Ce geste a-t-il été prémédité? L'initiative, certes, en revient à Mitterrand, mais cette poignée de main semble toutefois jaillir d'une réelle complicité. Caen, 6 juin 2004. 60e anniversaire du débarquement allié en Normandie. Pour la première fois, un chancelier allemand a été invité. En ce jour du souvenir et de l'espérance, les Françaises et les Français vous reçoivent plus que jamais en amis, ils vous reçoivent en frères. Gerhard Schröder va maintenant répondre, mais Jacques Chirac s'avance vers lui, les bras grands ouverts. Accolade. Étonnante vision que celle de la tête de Schröder, levée dans l'épaule du grand Chirac, qui lui tapote le dos dans un geste qui ressemble à un geste de consolation. Accolade qui rappelle celle de De Gaulle et Adenauer 41 ans plus tôt, mais qui montre par son caractère tellement moins formel l'avancée des relations franco-allemandes. Schröder parle maintenant. Unser Versprechen ist und wird bleiben, wir werden die Opfer niemals vergessen. À la fin de son discours, il se tourne vers Chirac qui, à nouveau, s'avance vers lui les bras grands ouverts. L'accolade ayant déjà eu lieu, Schröder tend la main pour une poignée de main symbolique, mais elle retombe dans le vide, cette main, car Chirac tient, encore une fois, à serrer Schröder contre lui. À la fin de l'accolade, Chirac passe le bras sur l'épaule de Schröder, et c'est avec un large sourire que les deux hommes regardent ensemble, public et caméra. Trois époques, trois couples, trois gestes qui se répondent et symbolisent l'évolution des relations franco-allemandes. Trois gestes aussi que se devront de méditer les futurs chefs d'État des deux pays. Et voici la devinette. Le plan qui va suivre dure 30 secondes. Où a-t-il été tourné? En France ou en Allemagne? Et où se cache l'indice? Parce qu'il y en a un. Regardez bien. Aujourd'hui, ce n'est pas difficile. Vous avez sûrement déjà trouvé. Vous avez la réponse et l'indice? Allez vite sur le site internet de l'émission www.arte.tv/carambolage. 10 gagnants seront tirés au sort et recevront une petite récompense. Et voici maintenant la réponse à la devinette de la semaine dernière. L'indice était le panneau rouge et blanc qui indique un monument historique. Le panneau représente le labyrinthe de la cathédrale de Reims. En Allemagne, les panneaux équivalents ressemblent à ça.
Nous étions donc en France. Vous voulez plus de carambolage ? Rendez-vous sur les réseaux sociaux et bien sûr arte.tv. Vous y trouverez de quoi patienter jusqu'à dimanche prochain, 19h30. Bis bald! À très bientôt! Bon, visiblement, tout le monde a trouvé la bonne réponse dans le chat. C'était effectivement en Allemagne et on peut reconnaître ça grâce à l'indice de l'Ampelmann. Donc très le bien. bonhomme oui, du feu rouge. Super. Donc il nous reste quelques minutes ensemble. On a des questions. Alors une question peut-être facile sur une émission franco-autrichienne. Est-ce que c'est en projet ? Ah oui, il y avait oui, parce que je pense qu'il y a un lycée à Vienne qui pose la question. En fait, on a déjà fait quelques sujets autrichiens. On ne va pas lancer une émission franco-autrichienne à part entière, mais donc on a fait des sujets belges aussi, on a fait des sujets autrichiens, on a fait quelque chose sur le Kürbiskernöl, sur le mot Piefke aussi. On a fait quelques sujets, pas beaucoup, j'avoue, tout simplement parce que dans l'équipe, il n'y a pas d'Autrichiens, en fait. Mais proposez-nous les sujets, c'est ce que je voulais vous dire aussi. Je vois que vous êtes très actifs dans le chat. Mettez-nous toutes les propositions que vous avez pour Carambolage. On est tout à fait preneurs pour que l'émission existe encore pendant longtemps. Donc, vous pouvez nous proposer des sujets autrichiens aussi. Donc il y a déjà beaucoup de remerciements dans le chat et il y avait aussi des questions concernant l'éventuelle embauche de stagiaires de seconde ou autres. Quelles sont les compétences requises pour intégrer l'équipe, du moins temporairement ? Alors, nous, actuellement, nous cherchons plutôt des stagiaires allemands. D'origine allemande, tout simplement, c'est un peu discriminatoire, je suis d'accord, mais c'est parce qu'on n'est pas assez nombreux. Parce que le stage, en fait, c'est à cheval entre la production et la rédaction. C'est un peu plus production. Et dans la production, l'équipe est un peu plus française. Donc, on manque plutôt de quelqu'un qui parle allemand aussi parce que le stagiaire c'est le stagiaire qui va rédiger. Évidemment, on relit, mais c'est le stagiaire qui propose les wordings, le lancement pour les publications sur les réseaux sociaux. Et Vincent qui fait ça, qui gère les réseaux sociaux chez nous. Il est d'origine, même s'il parle très bien allemand, mais il a besoin de quelqu'un qui est de langue maternelle allemande. Donc c'est ça, surtout actuellement, en tout cas, ça peut changer. Sinon, il faut avoir une convention de stage, et ça c'est très important par rapport à des questions d'assurance. Voilà, donc ça c'est un peu la principale demande. Et ensuite, c'est évidemment avoir une curiosité pour l'autre pays, parler l'autre langue, mais pas. On ne va pas vous demander d'être bilingue, mais voilà, être intéressé par le franco-allemand et avoir envie de travailler dans une équipe bilingue et avoir envie de vraiment travailler, en fait, parce que nos stagiaires, ils sont vraiment mis à contribution. C'est vraiment un élément pour des recherches, pour tout, pour chercher des réquisites, des accessoires pour des tournages, pour aller chercher je ne sais pas quoi. Voilà, donc il y a vraiment plein d'aspects et donc c'est un vrai travail où on peut apprendre plein de choses. Il y a des propositions de sujets dans le chat. Alors, peut-être qu'il va falloir étoffer un peu l'explication. N'hésitez pas à nous écrire même par mail à Educarte pour qu'ensuite on puisse relayer votre demande. Donc, une proposition de Sainte-Thérèse à Maison Alfort, un thème sur les forêts allemandes. Et un autre, le lycée professionnel Ferté-Grès, un thème sur les conducteurs routiers. Donc, original. D'accord, ok. Sur les conducteurs routiers, je ne comprends pas tout à fait. C'est-à-dire en fait, il faudrait expliquer un peu qu'est-ce qu'on raconte. On a fait un sujet sur
les restaurants routiers, mais je pense que c'est pas ça. Les conducteurs routiers, est-ce que c'est parce que attention au comportement justement, on va pas comparer ça, mais il faudrait un détail vraiment très précis. Qui fait la différence entre un conducteur routier en Allemagne et en France? S'il y en a, je ne sais pas. Je ne suis pas spécialiste. On ne peut pas être spécialiste de tout. C'est pour ça que nous, on fait toujours vérifier aussi, évidemment, nos recherches par des historiens, par des spécialistes, pour ne pas raconter de bêtises. En plus, avec les réseaux sociaux, on a la réaction immédiate. Ça ne pardonne pas. Donc, voilà, il faudrait trouver une vraie différence. Et ensuite, pour nous, est-ce qu'on peut raconter toute une histoire autour de ça? Est-ce que c'est peut-être un panneau, je dis n'importe quoi? Est-ce que c'est plutôt une devinette? Est-ce que c'est un inventaire où on va montrer la signalisation en France et en Allemagne? Voilà, il faudrait étoffer ça un tout petit peu. Et l'autre sujet, c'était... les forêts allemandes. Oui, voilà, les forêts allemandes. En fait, on a fait le sujet. Mais je ne sais pas s'il est sur les réseaux sociaux. On a fait un sujet, pas sur les forêts, mais sur la forêt allemande, sur le mythe un peu de la forêt allemande, où on raconte un peu, voilà, historiquement pourquoi la forêt allemande est un mythe un peu. Donc, on l'a déjà fait. On va vous écrire dans le chat l'adresse mail à laquelle vous pouvez écrire les propositions. Pour la petite histoire, notre équipe Arte Éducation a déjà proposé un sujet sur les dragibus, parce que, le saviez-vous, les dragibus n'existent pas en Allemagne. Voilà. Peut-être pour conclure, une dernière question. Donc, il y avait pas mal de questions sur la suite de l'émission. Qu'est-ce qu'on vous souhaite? Quelles sont les perspectives? Est-ce que vous craignez un jour d'avoir fait le tour? En tout cas, tout le monde nous remercie et souhaite longue vie à Carambolage. Donc, je vous laisse le mot de la fin. Merci beaucoup. On espère continuer à trouver encore des idées. Je peux vous dire que les listes sont très longues. Encore une fois, on est étonnés nous-mêmes, mais c'est peut-être parce que notre regard a un peu changé. On regarde plus en profondeur. Et là, on se rend compte que mais il y en a encore pour quelques années. Et en parallèle, je pense qu'on va développer, comme on l'a fait avec Carambolage Espagne, qu'on va continuer. On va petit à petit, peut-être, on va pas faire l'Europe comme ça du jour au lendemain. Ça n'aura pas de sens pour nous, en tout cas. On va le faire intelligemment, petit à petit. Rajouter, comme Claire disait, une branche espagnole, pourquoi pas polonaise, sur le tronc principal franco-allemand de Carambolage. Merci beaucoup pour vos questions. Écrivez-nous, regardez-nous et à bientôt. Merci Jeannette. Merci beaucoup à toutes les classes qui ont participé. Et vous pourrez retrouver la masterclass en replay sur Educarte et sur nos chaînes YouTube.